Pierre Buyoya, militaire de carrière au Burundi en Afrique de l'Est, a pris les rênes de l'État par la force une première fois en 1987 en renversant un autre gradé Tutsi comme lui, Jean-Baptiste Bagaza. Nous sommes à Paris le 25 novembre 2006. Pierre Buyoya, ancien président du Burundi, en conférence au club Millennium de Marie-Roger Biloa. Il répond à une question que bon nombre de dirigeants occidentaux se posent. Pourquoi les présidents africains s'accrochent-ils au pouvoir? Et moi, je crois que la réponse est très simple. Quand vous venez au pouvoir, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes porté par un groupe, un parti politique. Dans certains cas, des communautés ou des communautés ethniques ou religieuses. Dans le cas des coups d'État, le support de l'armée, d'autres forces politiques. Pour vous maintenir au pouvoir, c'est à peu près la même chose. Le leader est soutenu par les mêmes forces qui ont des intérêts forts pour qu'il reste au pouvoir. Mais quand il faut quitter le pouvoir, la décision de quitter le pouvoir, vous décidez seul, contre les intérêts de tous ceux-là même qui vous ont soutenu pendant des années. Donc vous voyez, la difficulté réside là essentiellement. Et je crois que les gens qui décident de se maintenir au pouvoir pendant des années, bon, bien sûr, on dira Eyadema, on dira Mobutu, on dira tel autre. Mais je crois qu'il faut dire aussi tout le monde qui est autour d'eux. Et autour d'un chef se développe un système. Il y a un système autour de Eyadema, il y a un système autour de Mobutu. Quitter le pouvoir, c'est difficile parce que c'est une action qui va à l'encontre des intérêts de ceux-là même qui ont été au pouvoir pendant des années, qui sont forts. Et parfois, ils peuvent même menacer la vie de celui qui les ont servis pendant des années. Donc, c'est difficile pour plusieurs raisons. Donc, quelqu'un a dit que dans la politique, quand vous gagnez avec tout le monde. Quand vous perdez seul. Ça veut dire que quand vous partez, c'est une décision que vous allez prendre tout seul. C'est important. Il y a une autre raison, c'est que dans beaucoup de pays africains, les constitutions et les textes et tout ça n'ont rien prévu pour les présidents qui quittent. Ou, bon, ça veut dire que vous quittez et vous aviez les privilèges, le palais, le véhicule, la sécurité, le quoi, et tout ça. Le moment, d'un jour à l'autre, vous vous trouvez dépourvu de tout ça. Et parfois dans le besoin matériel, parfois dans l'insécurité totale. Je pense donc que aussi les gens peuvent se maintenir au pouvoir parce qu'il y a l'incertitude absolue de tout ce qui passe après le pouvoir. C'est pour cela d'ailleurs que certains pays ont aménagé des mécanismes pour traiter les gens après le pouvoir. Je vais citer l'exemple de mon pays ici. Je répondrai en même temps à la question de dire est-ce que les anciens présidents sont riches ou pas riches. Par exemple, dans mon pays, le Burundi, il y a un statut des anciens présidents. Un ancien président, il est assuré d'un logement, il a des indemnités, il a la sécurité, il a le déplacement pendant un certain nombre d'années. Je crois que ce sont... Et je sais que d'autres pays ont fait ces aménagements. Je pense que c'est quelque chose qui favorise que les gens puissent partir. Dans mon pays, on est allé plus loin. Parce que quelqu'un peut partir, avoir des privilèges, mais il est réduit au chômage. Et, surtout quand on a dit que les jeunes présidents doivent partir. Bon, moi je suis parti... je ne sais pas, à 50 ans. Mais le président actuel, s'il doit partir après 2 mandats, il aura moins de 50 ans.
Donc ce sera un génocide. Alors on a aménagé, par exemple, que chez nous, un ancien président, il est membre de droit du Sénat. Et cela lui permet de participer, de suivre, d'être informé. Je crois que tout ça, ce sont des mécanismes pour favoriser que les gens puissent partir. Sinon, je crois que se maintenir au pouvoir, c'est ce que je voulais dire, c'est souvent la pression du groupe. Vous savez, j'ai entendu des gens qui ne connaissent pas ces présidents qui vous disent « Mais celui-là, c'est un dictateur, il veut se maintenir au pouvoir, il veut mourir au pouvoir. » J'ai dit « Il faut faire justice à ces gens. Parfois, ces gens là-bas, on ne leur a rien offert pour partir honorablement. » J'ai entendu des gens dire « Mobutu, il ne veut pas partir, il veut mourir au pouvoir. » Mais je pense que personne n'a offert à Mobutu une possibilité de partir honorablement. Personne. Je suis allé un jour aux États-Unis à ce qu'ils appellent les séances du Congrès, les auditions sur l'Afrique, des gens qui se lèvent et qui disent « Nous allons demander au président des États-Unis d'envoyer un avion pour faire partir Mobutu, parce que ce sont eux qui ont maintenu là-bas. » Je dis « Mais dans ces conditions, Mobutu ne partira jamais. Il faut peut-être aborder la chose autrement. » L'autre question, c'est de dire, est-ce que les gens en place vous demandent des conseils, vous consultent et tout ça? J'ai dit tout à l'heure que j'ai eu le privilège d'être ancien président dans mon pays à 2 reprises. Je suis encore. Alors, ici aussi, je raconte une anecdote d'un ambassadeur d'un pays de l'Occident. Quand je suis parti en 2003, il est venu me trouver. Il dit, mais monsieur le président, vous avez fait du bon travail, vous avez fait avancer le processus jusque-là, mais le processus est encore difficile, fragile, il faut rester là-bas, assister, nous avons confiance en vous, il faut aider vos successeurs. J'ai dit, mais monsieur l'ambassadeur, j'ai compris votre message, je vous remercie que vous appréciez ce que j'ai fait. Mais mon expérience me montre que les choses ne marchent pas comme ça. Bon, d'autres personnes m'ont dit ça plusieurs fois. Et j'ai dit plusieurs fois que moi, comme j'ai eu cette expérience à 2 reprises, je me suis fait une sorte de ligne de conduite. Je dis, j'ai même bâti une théorie que si vous êtes un ancien chef d'État dans un pays africain et que vous voulez rester utile, faire quelque chose pour votre pays, la règle d'or, c'est qu'il faut avoir le profil bas. C'est le profil bas. Parce que si chaque matin vous vous levez pour dire je vais donner des conseils, je vais donner quoi et tout ça, les gens qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais de quoi vous mêlez-vous? C'est comme ça, c'est clair. Bon, plus grave encore, ils vont se sentir menacés, ils vont dire voilà, ils vont chercher des moyens pour vous faire définitivement. Bon, au moment où on parle ici, dans mon pays, il y a un ancien président, un successeur à moi, qui est en prison. Qui est en prison. On l'a accusé de comploter. Moi, personnellement, je connais cette personne, je ne crois pas qu'il a comploté. Je ne crois pas du tout. Et beaucoup d'autres dans l'opinion publique ne le croient pas. Oui. Mais je crois que c'est une démarche pour le faire taire. Peut-être il peut avoir critiqué un jour en parlant avec des gens. C'est ce que je crois. Parce que comploter, il n'a aucun moyen de comploter. Dans mon pays, il n'y a aucune condition aujourd'hui pour faire coup d'État. Bon, c'est pour vous dire que... Et après, j'ai ajouté, vous savez, dans nos pays... Je crois que c'est Edgar Pisani qui avait dit un jour que le métier le plus difficile au monde, c'est être chef d'État africain, le plus ingrat.
C'est un métier ingrat parce que déjà vis-à-vis de vos gens, les gens croient que vous pouvez changer leur sort du jour au lendemain, alors que souvent vous n'avez rien pour changer leur sort. Mais j'ajoute que la chose la plus difficile aussi en Afrique, la plus délicate, c'est être ancien président dans votre pays. Bon, c'est pour cela d'ailleurs que certains choisissent de quitter, de partir ailleurs. Et moi, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de la démocratie, mais parfois les gens choisissent comme ça. J'avais rendu visite à un ancien chef d'État comme moi, qui aujourd'hui, lui, a trouvé une occupation dans les organisations internationales. Un jour, il me pose la question, c'était autour de Noël, il dit, mais où est-ce que vous allez? Je dis, moi je rentre chez moi au Burundi. Il dit, vous rentrez au Burundi? Oui, je rentre chez moi. Alors il me dit, mais vous avez la chance. Mais moi je ne peux pas. Si je mets le pied là-bas, tout ce qui ne va pas, on va dire que c'est elle. moi, je n'attends pas que le gouvernement vienne me demander quelque chose. Moi, j'ai un siège au Sénat. Quand il y a des situations difficiles, je m'exprime là-bas. Je leur dis qu'il ne faut pas continuer à faire comme ça. Bon, moi, j'ai mis en place une fondation. Ça s'appelle la Fondation pour l'unité, la paix et la démocratie. À travers là, nous développons des programmes pour faire un certain nombre de choses, contribuer à l'évolution de mon pays. Bon, j'essaie de développer des modèles pour un certain nombre de choses dans le développement, ainsi de suite. Mais il ne faut pas attendre que les gens viennent vous demander des choses. Ils ne viendront pas. Même si ils pensent que vous pouvez aider, ils ne viendront pas parce que je suis sûr que les gens ne viendront pas me demander mon avis parce qu'ils ont peur de dire « Ah !» Les gens vont le savoir, ils vont dire c'est Buyoya qui a inspiré ceci ou qui a... Bon. Alors, je pense que c'est la réalité. Je ne pense pas qu'elle soit burundaise. Je ne pense même pas qu'elle soit seulement africaine. C'est la réalité partout. Bon, maintenant, la question concernant les richesses des présidents ou des anciens présidents. Bon, moi, je viens du Burundi. Le Burundi est un pays pauvre. Alors, les citoyens de ce pays sont pauvres, l'État est pauvre. Alors nous sommes aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, une vieille nation. Nous n'avons pas développé, donc il y a une certaine déontologie et un certain passé de comment se comportent les chefs dans ce pays. Avant c'était les rois, aujourd'hui ce sont les présidents. Il n'y a pas chez nous une culture d'amasser les richesses pour les chefs. Vous n'êtes pas chef parce que vous êtes plus riche. Même dans les villages, dans les coins et tout ça, les gens qui sont choisis par exemple comme notables et tout ça, ne sont pas nécessairement les plus riches. Mais ce sont les gens qui sont la droiture, les gens qui ont la sagesse, ainsi de suite, mais pas nécessairement les plus riches. Donc, les gens, il n'y a pas cette tradition. Deuxièmement, j'ai dit nous sommes un pays pauvre. Je ne connais pas des Burundais, par exemple, qui sont établis ici en France ou en Belgique, qui ont des maisons, qui ont des quoi et tout ça. Je n'en connais pas. Des différents gouvernements qui ont eu lieu là-bas. Bon, moi, je peux le dire, j'ai été le président de ce pays pendant 13 ans à peu près. Mais je n'ai pas de maison ni en France, ni en Belgique, ni en Suisse. Chaque fois que je descends ici, je descends à l'hôtel. Je peux le dire ici, je n'ai pas de compte en Suisse ou quoi. Ou aux Bahamas ou quelque chose comme ça. Et alors, là-bas, chez moi, j'essaie de développer des activités économiques. D'une part, pour donner un exemple aux populations, mais aussi pour améliorer ma situation économique. Bon, dans mon village, j'ai une petite ferme où j'élève des vaches. Si Nyangoma, il connaît très bien, puisque ce n'est pas loin de chez lui. Des vaches, j'ai des poules.
où je fais de l'agriculture, je produis des pommes de terre et tout ça. Dans mon village à côté, j'ai construit un petit moteur pour aussi aider les gens de là-bas, mais aussi avoir quelques revenus. Alors, j'essaie de faire comme ça, mais je dois dire que je ne me plains pas parce que dans la moyenne des Burundais, ils vous diront certainement que le président c'est le plus riche. Ou celui qui a été au pouvoir c'est le plus riche. Ça, je ne peux pas nier. Je suis mieux loti que bon, la personne qui n'a pas eu la chance d'avoir ces fonctions. Mais je n'ai pas amassé des richesses à l'extérieur du pays ou quoi. Bon. Je n'ai jamais, je n'ai pas fait cela. Alors, je crois que dans ces choses-là, je le répète, il y a le contexte historique, il y a le contexte social. Tous ces pays ne sont pas les mêmes. Et je pense que dans notre pays, par exemple, le Burundi était jusqu'il n'y a pas longtemps le pays le mieux coté en termes de corruption. Nous étions même, on a eu la palme de la Banque mondiale. Nous étions le pays où le niveau de corruption était le plus bas. Malheureusement, les choses sont en train de changer. Les choses ont changé pendant la crise, et puis maintenant, non pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. Mais il y a une chose, on revient à cette notion d'empowerment. Chez nous, la population est très mobilisée contre la corruption. Ça, depuis en bas, parce que les gens sont pauvres, je le dis. Et quelqu'un qui essaie de s'enrichir, ça se voit très vite. Il va changer de statut, il va changer de voiture tout le temps. Comme quelqu'un l'a dit, il va prendre la deuxième femme, la troisième, ainsi de suite. Donc c'est très vite vu. Alors, et les gens, ils sont très très allergiques. Parce que c'est de dire, ah, ces messieurs là-bas, ils sont en train de profiter de maigres ressources qui ont été gagnées à la sueur de notre front. Et là, moi, j'ai beaucoup confiance au Burundi sur cet aspect particulier de la corruption. C'est pourquoi les dirigeants, présidents ou pas présidents, ils doivent faire beaucoup attention. En tout cas, ils sont suivis par les gens. Et c'est pour cela que vous ne voyez pas, je ne crois pas qu'il y ait eu au Burundi des fuites de capitaux importants sous forme de corruption. Je ne connais pas, par exemple, depuis l'indépendance, des Burundais anciens dans la politique qui sont installés en Belgique et en France et qui vivent des choses qu'ils ont pillées. Bon, cela ne veut pas dire que la corruption n'existe pas. Elle existe bel et bien, mais sous différentes formes. Il y a petite corruption, il y a les gens dans l'administration qui profitent de leur position pour s'enrichir. Mais je dois dire que ce sont des choses qui n'ont pas pris des proportions énormes. Et moi, l'explication que je trouve, c'est peut-être que nous sommes un pays pauvre au niveau des individus, au niveau de l'État, alors où les gens n'acceptent pas que quelqu'un, quelle que soit sa position, s'enrichisse sur le dos des autres. Bon, qu'est-ce qu'il en sera quand on aura découvert le pétrole? Quand on aura découvert le nickel, peut-être que les choses vont changer. Voilà ce que je voulais dire pour répondre à vos questions sur la situation des anciens chefs d'État. Merci. Pierre Buyoya est décédé le jeudi 17 décembre 2020 à l'âge de 71 ans du Covid-19, selon ses proches. Il a été hospitalisé une semaine à Bamako, au Mali, mais la détérioration soudaine de son état de santé a conduit à son évacuation médicale vers la France à Paris, où il est finalement mort dans la nuit.